Marc, je pense qu'on peut commencer. On attend Ok. 30 participants. Là, on a 18, mais bon, on va commencer. Les autres vont Eh nous ben, voilà, ils prendront en cours de route. dire. Alors, donc, le webinaire, donc on a parlé d'abord du cycle de vie, de ce qu'était une tortue marine, de pourquoi travailler sur une plage, description du milieu, préparer le travail sur les tortues marines, et on a commencé à parler du protocole quand j'ai décrit à quelle échelle spatiale, à quelle échelle temporelle il fallait travailler en fonction d'objectifs qui sont bien clairement définis. Donc là, on peut dire que on a survolé tous ces niveaux. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on a défini le protocole. Et là, maintenant, il faut aller sur le terrain. Alors, concernant le protocole lui-même, on a reçu ce protocole pour le suivi des tortues marines d'Action Plus au Bénin. Et donc, en lisant le protocole, je me suis dit, dans ce protocole, donc c'est un protocole de suivi sur le terrain, il y a deux choses qui, je pense, devraient être plus précises. D'abord, on n'a pas du tout de description de la temporalité du travail. C'est-à-dire qu'en fait, on va sur le terrain, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle période de l'année, on ne sait pas à quelle fréquence. Or, ça, c'est une partie qui est vraiment importante, puisque ça va, de ça va dépendre la quantité de données que vous pourrez obtenir et votre capacité à répondre à des questions. Donc, voilà, une petite critique sur ce protocole, ça aurait été bien d'avoir plus de précision sur la temporalité. Et alors, par contre, une critique peut-être un peu plus fondamentale, mais qu'on va retrouver très souvent dans le domaine des tortues marines, c'est que dans le protocole, il est clairement dit qu'on va sur la plage dans le but de conservation des tortues marines. Mais nulle part, il est décrit comment on va évaluer le succès de l'action. On va sur la plage pour conserver les tortues marines, oui, mais est-ce que ce qu'on fait a réellement un impact ou pas? Et donc là, il manque une partie, mais ça c'est vrai dans à peu près tous les protocoles, tout ce que je lis sur les tortues marines, il manque une partie. Ben voilà, à la fin, on va évaluer notre travail avec des critères qui vont nous permettre de dire si ce qu'on a fait est utile ou pas, et ce qui va nous permettre, pour la prochaine saison ou pour le prochain financement, d'améliorer notre protocole, d'améliorer notre suivi pour avoir quelque chose qui répond réellement à la question. Donc là, par exemple, dans ce document, on parle de réduction des menaces. Euh, Lesquelles, comment on le quantifie? Est-ce que c'est le nombre de nids prélevés? Est-ce que c'est les carcasses des tortues qu'on relève sur la plage? Il y a plein de solutions. Et ça manque. C'est dommage. Euh, et donc, ça peut être une quantification de la réduction des menaces, mais ça peut être aussi simplement, comme à un moment il est décrit dans le protocole, que le but c'est d'amener des nouvelles informations pour la science, ben, ça peut être tout simplement la quantité de données recueillies, qui peut être le critère qui va nous permettre de dire si l'action a été a eu un impact positif ou pas. Parce que évaluer la réduction des menaces, c'est pas toujours simple. Et voilà, l'idée, c'est combien on amène de nouvelles informations de suite à ce travail. Ça peut être le critère, l'indicateur qui va nous permettre de dire on a réussi ou pas. Donc voilà. Sinon, le protocole, voilà, était relativement bien. Et justement, on va revoir par la suite un certain nombre de fiches qui ont été envoyées et de ces fiches, on va en discuter pour voir finalement
Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre le protocole, la fiche de terrain et ce qu'on peut en dire? Alors, les objectifs de cette fiche de terrain, c'est que ça doit être facile à manipuler et renseigner sans ambiguïté. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vous demande sur la fiche de terrain une question, il doit être extrêmement clair ce qu'on attend comme réponse. Et ça va faire le lien avec ce qu'on va discuter tout à l'heure sur la bancarisation. Comment ces données vont être bancarisées pour ensuite être analysées. Si sur la fiche de terrain, il y a des questions qui sont floues, bancariser ces questions dans une base de données, ça va être quasiment impossible. Donc, dès le moment fiche de terrain, ça doit être extrêmement clair ce qu'on attend dans chacun des items qu'on va renseigner. Cette fiche de terrain doit être stable dans le temps. Alors, pas de feutre, parce que le feutre, avec l'humidité, ça supporte très très mal. Écrivez soit au crayon de papier, soit au bic, mais pas au feutre. Et des protections contre la pluie, c'est toujours important de les prévoir. Quand vous vous promenez, vous mettez vos fiches de terrain dans des pochettes plastiques et vous les sortez que quand il y a des choses à voir. Elle doit toujours comporter des renseignements de base. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, une date non ambiguë. Et là, il y a un gros problème. On a un gros problème avec les tortues marines sur les dates parce qu'elles pondent de nuit. Et donc, c'est à cheval entre deux dates. Et il y a des fois, c'est clair. Il y a des fois, sur les fiches, c'est moins clair. On en discutera tout à l'heure quand on verra des exemples. Heure de début, heure des observations et heure de fin. Ça fait partie des choses un peu de base qu'il faut. Localisation du début, des observations et de la fin. Maintenant, tous les smartphones ont un GPS intégré, donc on a ces informations qui sont disponibles. Le nom des patrouilleurs, c'est aussi important, parce que si au retour de la mission, il y a des points qui ne sont pas clairs, c'est important qu'on puisse retourner auprès de la personne qui a pris les données pour, pour lui demander des précisions. Alors, dans ces fiches, il y a des champs qui sont à remplir impérativement. Il y en a qui sont optionnels. Les champs à remplir impérativement doivent être facilement identifiables. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on a des feuilles très compliquées et on ne distingue pas clairement ce qui est vraiment indispensable de ce qu'on met si on a l'information. Donc, sur la fiche, on doit avoir vraiment visualisable tout de suite les informations, ça, il les faut absolument. Le reste, c'est si vous pouvez. Et bien sûr, laissez toujours la possibilité de noter des informations supplémentaires, c'est important. Et la plupart du temps, effectivement, les fiches ont cette possibilité. Alors, on a, dans les retours de fiches qu'on a eues, on a des fiches qui nous parlent des individus. Par exemple, ici, on a une fiche, c'est une fiche de caractérisation des individus. Alors, première observation, on a deux observations sur la même fiche. On a, alors peut-être pour gagner un peu de place, on a donc deux tortues sur la même fiche. Vu la quantité d'informations demandées, je pense que dans ce cas-là, ce serait mieux d'avoir une fiche par individu. Ça permettrait d'écrire un peu plus grand, ça me semblerait mieux. Ensuite, faut éviter de mettre dans un même champ deux informations différentes. Comme par exemple, vous avez, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, vous avez boat name and owner, deux informations dans le même champ. Et bien, ça, en tant qu'humain, on le maîtrise sans problème. Mais par contre, au moment où ça va être bancarisé dans une base de données, vous avez deux informations et laquelle va aller où? Ce n'est pas forcément simple. On peut avoir un nom de bateau qui ressemble à un nom de pêcheur. Donc, d'une façon générale, ne mettez dans un champ qu'une information.
Alors, ensuite, on a une date. Et ça, c'est le gros problème avec les tortues marines. Est-ce que c'est la date où l'observation a été faite? Est-ce que c'est la date où le bateau est parti? Est-ce que c'est la date du retour du bateau, qui peuvent être différentes si vous avez un pêcheur qui part de nuit, par exemple? Donc, la notion de date, il faut vraiment préciser. Ce serait, par exemple, date et... Alors, par exemple, ici, on a date et report time. Report time, ça me va très bien. Report time, c'est l'heure à laquelle cette observation a été faite. Mais la date, on ne sait pas si c'est la date du rapport, dans ce cas-là, ce serait report date, ou la date à laquelle on est parti, ou la date à laquelle on est revenu si on travaille de nuit. Ça, c'est un gros problème, surtout pour les patrouilles de terrain. Ensuite, ici, pour dire s'il y a des blessures, bon, on reprend ce dessin. Je pense que là, on pourrait prendre un dessin générique de tortue, ce serait mieux. Bon, c'est pas très grave. Par contre, un point qui est plus embêtant, c'est mâle-femelle. Je pense que c'est vraiment important d'associer ces indications avec quel est le critère qui a été utilisé pour définir si c'est un mâle ou une femelle. Par exemple, il est bien connu qu'un juvénile, euh, un juvénile ressemble, en ce qui concerne la queue, à une femelle. Donc, si c'est le critère taille, rapport taille, largeur de la queue qui est utilisé pour définir le sexe, c'est important de le mettre parce qu'on sait que dans ce qui est caractérisé comme femelle, il y aura des juvéniles. Existing tag number. On a ici, il manque la localisation. C'est dommage, on perd cette information-là. Et puis l'état de la bague aussi, est-ce qu'elle était en train de tomber ou pas, par exemple, ça peut être une information intéressante pour essayer ensuite d'interpréter. Alors LHS et LH et RHS, je ne sais pas ce que c'est. Bon, j'imagine qu'il y a une formation pour les bailleurs, donc eux, j'imagine que c'est left et right, mais moi je ne savais pas. Et là, c'est là où c'est clair que certaines des fiches, il y a une formation avec. Donc moi, je n'avais pas la formation. Parfois, j'ai posé des questions qui peuvent paraître naïves, mais d'une façon générale, euh, je pense que c'est bien quand même que sur la fiche, il y ait le maximum d'informations. Et donc, je pense que là, vraiment, ça pourrait être mis sur une page. Et dans ce cas-là, vous avez une page par tortue, ce qui me semblerait pas mal. Il manque l'information de qui a pris les données, date et heure de départ et de retour, puisque a priori ça se passe sur un bateau. Le pêcheur est-il toujours le propriétaire du bateau, puisque ici on a le propriétaire du bateau, mais est-ce que c'est toujours le propriétaire qui est sur le bateau ou est-ce qu'un propriétaire peut avoir des pêcheurs qui travaillent pour lui? Et là, il nous manque une fiche de l'activité de pêche elle-même. Quel était l'engin qui a été utilisé pour pêcher, à quelle profondeur, à quel endroit. Tout ça, ça manque. Donc là, c'est vraiment une fiche centrée tortue, mais il faudrait aussi une fiche sur l'activité de pêche elle-même. Alors, un autre exemple, donc, c'était, je ne sais pas dans quel pays c'est ça. Bon, c'est pas grave. Au Bénin. Alors, au Bénin, donc même critère, sexe, mâle, femelle, sur quels critères? Et je pense que stade de développement devrait être remonté à côté de sexe, parce que les deux sont liés. Stade de développement subadulte ou juvénile, ça veut dire que cette information n'est pas disponible. Donc là, je pense que c'est plus logique que ce soit à côté. Alors là, par contre, pour cette partie-là, sur les bagues, j'ai trouvé ça pas clair du tout. Je ne comprends pas ce que sont A et B.
Donc, la date, je ne sais plus où elle est, la date, elle apparaît à la fin. Ah, date, ici, on a une date de prise des mesures. Si c'est une fiche, je pense que la date devrait être vraiment au début. Là encore, on a ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas l'information de ce qui est vraiment essentiel, de ce qui n'est pas essentiel. Donc, trouver un moyen pour dire, ben voilà, ces informations, il faut absolument les mettre. Voilà. Alors, là encore, une fiche d'observation de tortue. Alors, il manque l'information sur le nom de qui a pris les données. Donc là, on a une fiche, mais on ne sait pas qui l'a fait. Manque de précision sur ce qui est demandé par localisation. On a un endroit localisation de la zone de pêche. Voilà, j'imagine qu'il y a un livret qui doit être associé pour que ensuite, quand on récupère ces fiches et qu'on les rentre sur l'ordinateur, ben, localisation de la zone de pêche, ça peut être à droite de l'endroit où je pêche d'habitude. Ça, on ne pourra rien faire. Donc, localisation de la zone de pêche, il faut que ce soit vraiment plus cadré ce qu'on demande comme information. Les informations sur la biométrie, ce serait bien d'avoir un schéma pour savoir exactement, par exemple, longueur des pattes de devant, longueur des pattes de derrière, de où à où exactement on prend la mesure. Est-ce des mesures droites ou courbes? Là, on a vraiment besoin d'un schéma qui explicite comment on doit prendre ces données-là. Alors ensuite, j'avais des fiches pour le suivi des pontes. Donc, suivi des pontes, l'idée, c'est on va sur la plage et on compte le nombre d'activités sur la plage. Alors, ici, on a un problème classique qui est la date. Est-ce que c'est la date où on fait la patrouille ou est-ce que c'est la date du début de la nuit? Si, par exemple, c'est entre le 6 juin et le 7 juin, si vous faites une patrouille à 2 heures du matin, est-ce que vous écrivez 6 ou 7 ici? Donc, pour éviter ce genre d'ambiguïté qui est très, très fréquente sur les fiches, je pense qu'il faut mettre ici euh, date du début de la nuit, date de la fin de la nuit. Comme ça, on sait clairement que c'est, par exemple, du 6 juin au 7 juin. C'est la nuit du 6 au 7 juin. Et comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Quelle que soit l'heure, ce sera toujours cette nuit-là. On verra, plus tard, il y a quelqu'un qui, sur une des fiches, c'est clairement indiqué. Ça me semble très préférable. Ranger name, beach name, très bien. Alors, ici, j'ai un problème par rapport à successful tracks. Donc, j'imagine que c'est des traces qui ont donné lieu à la ponte. Et ici, c'est des traces qui n'ont pas donné lieu à une ponte. Mais par contre, 6 et 7, à mon avis, c'est toutes les deux des unsuccessful tracks. Et distinguer alors il y en a certains, c'est vraiment des U très courts, mais après vous avez des U un peu plus longs, des U encore plus longs. Et jusqu'où on va considérer qu'un U est un U ou un U est un unsuccessful tracks, je pense que là, 6 et 7 pourraient être confondus. Bon, si vous avez l'habitude, c'est pas grave de le laisser comme ça, mais en termes d'analyse, pour moi, un U-turns et un unsuccessful tracks, pour moi, c'est la même chose. Alors, OK. Ensuite. Pardon, Marc, est-ce qu'on intervient au fur et à mesure, comme d'habitude? Ouais, vas-y. Non, non, je n'ai rien à dire, mais juste pour savoir comment. C'est juste pour dire. D'accord, je sais que tu dors pas, donc c'est bon. Alors, ici, on a GPS record of successful nest, unsuccessful nest. Là, j'ai le problème. Les U-turns n'apparaissent pas. Donc, le 11, si on garde ici les U-turns,
je pense que le 11, il faudrait que ce soit unsuccessfulness plus U-turns. Parce que c'est dommage de perdre cette information. Là, finalement, les U-turns, ils disparaissent. Alors là, c'est un cas où on considère qu'il y a une seule espèce qui pond. Donc j'imagine, vu que c'est Nasnet, ça doit être Caretta Caretta, mais est-ce qu'exceptionnellement, il ne peut pas y avoir des luttes, par exemple? Ce serait bien quand même qu'à côté, on ait une colonne avec l'espèce, histoire de confirmer à chaque fois qu'on a bien vérifié que c'est la bonne espèce. OK. Donc, ici, des données sur Curiat. Donc, ça, je vois bien à qui ça appartient, ça, Ahmed. Alors, j'ai eu un problème pour interpréter ça. Nuit du, jour du. Alors, j'imagine que c'est justement ce que je disais. Par exemple, c'est du 6-6-2022 au 7-6-2022. J'imagine que c'est ça que ça voulait dire ici. Donc là, je pense que juste pour que ce soit bien clair, il faudra rajouter au ici entre nuit du temps au temps. Alors, sur la nature de la trace. Alors, donc là, on retrouve bien effectivement les trois types aboutissant à un i, n'aboutissant pas à un i, traçant u. Est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité d'avoir, pour ces catégories-là, finalement, on n'en sait rien. Voilà, je pense que ce serait intéressant d'avoir une catégorie où finalement, on préfère ne pas prendre de décision. Alors, la distance du nid à la mer, il y a des marées dans le sud de la Méditerranée, et donc la distance du nid à la mer dépend de l'heure, et bien sûr du jour, mais ça, le jour, on l'a. Ça dépend de l'heure à laquelle ça a été... ça a été mesuré, parce que là, on a l'heure de ponte, mais la distance du nid à la mer, c'est pas forcément la même heure que l'heure de ponte. Donc là, je pense qu'il faudrait rajouter l'indication heure d'observation de cette donnée-là. OK, ça, c'est très bien. La largeur de la trace, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre. Ça nous donne plein d'informations, et effectivement, là, ça, c'est bon. Sur les mensurations, de la même façon, peut-être un petit schéma pour rappeler aux équipes de terrain qu'est-ce qu'on leur demande de mesurer. À moins qu'on considère que tout le monde est bien formé. Ça, je pense que c'est à voir en fonction des équipes. J'ai bien aimé le nom de la tortue. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut donner des noms aux tortues. Alors, photo prise, dans les autres informations, ce serait par exemple les numéros des photos. Ça pourrait être code, numéro, histoire de les retrouver après sur la fiche. Voilà, donc quelques petites idées sur cette fiche. Alors là, c'est une autre fiche, et à mon avis, il y a beaucoup trop d'informations sur la même fiche, puisque ici, on a, donc c'est une fiche de patrouille, mais on a aussi nombre de vertébrales, par exemple. Donc ici, c'est un mélange entre une fiche de suivi de sites de ponte et de suivi de tortues, d'individus, mais aussi de suivi des nids. Donc là, je crois que c'est vraiment beaucoup trop compliqué, et vaut mieux faire 3 fiches différentes, une fiche de suivi de terrain, une fiche de suivi des adultes et une fiche de suivi des nids, parce que là, c'est beaucoup trop compliqué. Alors, là, on a encore le problème. Donc, on a year, month, time. Alors, bon, j'imagine que la date, elle doit être avec le month. Donc,
indiquer plus clairement que la date, c'est la nuit du tel jour au tel jour. Au moins, il n'y aura pas d'ambiguïté par rapport à l'heure. OK, tout ça, ça va. Alors ici, j'ai un problème parce que là encore, c'est un mélange entre une fiche de suivi d'activité de ponte et un suivi d'activité un suivi des individus. Là, quand vous avez length of curve carapace, c'est un individu. Mais quand on met dans la colonne d'à côté total number, c'est pas logique par rapport au fait qu'on demande la formation d'un individu. Donc là encore, faites une fiche de suivi des activités de ponte, une fiche de suivi des individus, mais mélangez pas les deux ensemble, ça donne un truc qui est très compliqué, qui, à mon avis, risque de faire des erreurs. Alors, par exemple, encore, egg predation. Ici, est-ce qu'on attend oui, non, un nombre? Tout à l'heure, je vous ai dit que quand on va bancariser les données, il est important qu'on sache clairement ce qu'on va mettre dans chacun des champs. Ici, je ne sais pas quoi répondre. Dog, pig, est-ce que je mets oui? Est-ce que je mets le nombre de nids de lutte, d'olivâtre, de verte, je ne sais pas. Donc là, cette fiche, il faut vraiment faire des fiches suivi terrain et des fiches suivi d'individus. Ce n'est pas la même chose. De nouveau, on retourne au Bénin. Alors là, c'est très clair. Indication claire de la date. Donc là, on n'a pas d'ambiguïté. La nuit du haut. Donc ça, c'est bon. Là encore, on a un mélange entre une fiche de comptage de nids trace et de suivi individuel, puisqu'on a on a ici un marquage, on a ici des traces. Donc là encore, je pense que des fiches de suivi, traces, comptage, nids, et des fiches de suivi individu, il ne faut pas les mélanger, c'est deux informations très différentes. Alors, ici, parce que vous avez ici des colonnes qui se répètent. Alors déjà, ancienneté de la trace. On a fait une réunion la semaine dernière avec différentes personnes sur cette histoire de durée des traces. Clairement, ça dépend des sites. Il y a des sites où les traces restent très longtemps, d'autres elles restent pas longtemps. Mais d'une façon générale, tout le monde s'est accordé pour dire qu'on arrivait assez bien à distinguer une trace de la nuit. Ensuite, les traces des nuits d'avant, ça rentre dans une catégorie nuit d'avant. Mais par contre, il y a eu des expériences qui ont été faites, c'était en Guadeloupe, et plus de 4 jours, on n'arrive plus à les distinguer. Alors, ça dépend de la pluie, ça dépend du vent. Donc, ça, c'est important. Quand vous utilisez cette notion de trace ancienne, quand vous avez une trace fraîche, vous y retournez quelques jours après pour voir l'évolution de cette trace et est-ce qu'elle va rester 2 jours ou est-ce qu'elle va rester 4 jours ou, comme par exemple en Polynésie, 15 jours après, on les voit encore. Donc, ça dépend vraiment de la qualité du sable. Alors, et là, je pense qu'il faut regrouper. Donc, vous mettez juste trace avec fraîche ancienne. Et ici, une autre colonne avec nidification, oui, non, point d'interrogation. Donc, est-ce qu'un nid a été déposé? Oui, non, point d'interrogation. Ça permettrait de simplifier le tableau ici. Ensuite, des suivis de nids. Alors là, j'ai eu un petit problème pour comprendre ce qu'était un late stage embryos. En fait, j'imagine que c'est un embryon déjà bien formé,
mais est-ce qu'il a déjà de la pigmentation ou pas? Chaque personne va déterminer un late stage embryo de façon différente en fonction de ses propres vécus. Donc là, je pense qu'il faut être plus précis sur late stage embryo. Ce serait par exemple embryon déjà pigmenté. Ça, c'est une caractéristique qu'on ne peut pas la rater. Hein, l'idée, c'est vraiment d'avoir des choses non ambiguës. Et ici, il me manque des informations sur... alors, la femelle qui a pondu ce nid, est-ce qu'on la connaissait ou pas? Est-ce qu'elle était marquée ou pas? Quelle espèce? Quelle date de ponte? Est-ce qu'elle a été observée au moment de la ponte? Est-ce qu'il y a eu... Voilà, ça peut être dans un dictionnaire note. Est-ce qu'il y a eu des catalogueurs de posés? Un code unique pour identifier le nid. Là, on n'a pas de code unique pour identifier le nid. Tout ça, c'est des choses qui permettraient de stabiliser l'information. On retourne au Bénin. Donc ça, c'est un suivi de nid. Donc, je pense que les nids, ça peut être tellement compliqué. On l'a vu sur les informations ici. Une fiche par nid, ça me semblerait mieux qu'une ligne par nid. Donc, alors, si bien sûr vous avez 300 000 nids suivis dans la saison, bon, là, effectivement, on peut imaginer qu'il faut préserver aussi le papier et vos finances. Mais en général, c'est pas ça, c'est 20 nids, 30 nids dans la saison. Donc, faites une fiche par nid, ce sera beaucoup plus simple. Le nombre 2, est-ce que c'est un nombre 2 connu à la ponte ou à la fouille? On avait discuté de ça il y a 15 jours. Ça me semble important de savoir si c'est une estimation du nombre d'œufs ou est-ce que, donc à la fouille, ou est-ce que vous les avez comptés au moment de la ponte. Alors, il y a ici date d'éclosion. Alors, le terme éclosion est ambigu en français parce que l'éclosion, c'est le moment où la tortue perce la coquille. En général, ce qu'on connaît, c'est la date d'émergence, le moment où elle sort du sable. Donc, la date d'éclosion, souvent, n'est pas connue. On connaît la date d'émergence. Et le fait d'avoir une fiche par nid permet aussi de noter la dynamique d'émergence. Là, on voit bien, on a la date ultime d'éclosion, date réelle d'éclosion. Et donc là, on a une dynamique. On va avoir certains jours, on va en avoir 5, après on va en avoir 15 qui vont sortir. Donc, si vous avez une fiche par nid, ça vous permet d'avoir plus d'informations. Alors ensuite, il y a des fiches de suivi d'habitat. Alors, là, j'ai une localisation nord-est-sud. Le problème, c'est par rapport à quoi? Alors là, je pense que les gens qui font les patrouilles sont formés et donc ils savent de quoi il s'agit. Mais quand je lis cette fiche, nord-sud-est, je ne sais pas quelle est la référence. Alors là, ce qui était très bien sur cette fiche, c'est on a une question et on a dessous les propositions. Donc ça, c'est très bien parce qu'au moins, on sait ce qu'on a le droit de répondre et au moment de la bancarisation, ce sera un travail qui sera très facile. Donc pour ça, cette fiche peut être prise comme un exemple de ce qu'on peut faire. Par contre, la pente, là, j'ai un peu de mal. Et je dois dire que j'ai réfléchi à comment on pourrait essayer de caractériser la pente. C'est pas simple. Voilà. Donc ça dépend des personnes. Pour certains, ça va être douce. Pour d'autres, ça va déjà être modéré. Mais j'ai cherché une solution, je n'ai pas trouvé. Donc, tant pis, hein, on va laisser ça comme ça. Et ensuite, là, il y a une question que je n'ai pas comprise. Éclairage direct jusqu'à 1,5 km. Ah d'accord, est-ce qu'il y a un éclairage direct jusqu'à
qui est à moins de 1,5 km, et donc pas d'éclairage direct. Et là, c'est éclairage direct. D'accord. Bon, j'ai compris. Au moment où je l'avais lu, je ne comprenais pas la relation entre les deux. Alors, peut-être mettre une valeur pour la ponte par catégorie de personnes. Ah oui, parce que ici, vous avez pêcheur, estivant, garde, autres, et vous avez 4 solutions, et donc nombre de personnes enquêtées, mais à ce moment-là, pour chacun, mettre qu'est-ce qu'ils ont donné comme résultat. Donc, nombre de pêcheurs, et dessous, indice de ponte, et là, on mettrait 1 à 4, 1 à 4, 1 à 4. OK. Et alors, encore une fiche pour les sites. Alors, quand vous mettez longitude, latitude, c'est toujours bien d'indiquer le format parce qu'il peut y avoir des ambiguïtés. Alors, d'une façon générale, je vous conseille les degrés décimaux. C'est le plus simple plutôt que des degrés, minutes, secondes. Degrés décimaux, c'est plus simple. Et WGS 84, c'est le plus classique. Donc ça, soit c'est indiqué sur la fiche, soit lors de la formation, il faut bien préciser aux gens qu'ils doivent utiliser un format pour donner les longitudes, latitudes qui est précis. Parce que voilà, on peut écrire des degrés, minutes, secondes comme si c'était des degrés décimaux, mais alors ça donne n'importe quoi quand on le positionne sur une carte. Alors, j'ai trouvé que la fiche est très complète, mais compliquée aussi à remplir, peut-être parce que justement, comme il y a beaucoup d'informations, ça nécessite peut-être de hiérarchiser l'information. La description de la végétation, par exemple, nom des espèces, présence étendue, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir des codes pour mieux caractériser ce que la personne répond? Là, j'ai peur que chacun va mettre un peu ce qu'il veut et à la fin, ce sera très difficile à bancariser ces données. Alors, la bancarisation, justement. Donc, bancariser, c'est rentrer les données sur un ordinateur pour qu'on puisse, après, on puisse les utiliser. Donc, ça permet de pouvoir les synthétiser plus facilement. Ça permet de faire des calculs plus facilement plutôt que de reprendre une phrase et essayer d'interpréter la phrase de la personne. Là, on a un code et c'est extrêmement simple ce que désigne le code. Alors, on utilise un logiciel pour créer une base de données avec les résultats et c'est ça qu'on appelle bancariser. Alors, Excel ou pas Excel? Je me souviens avoir fait une présentation, je crois que c'était à Sao Tomé, où je disais qu'il ne fallait pas utiliser Excel, que Excel était une catastrophe. Et puis en pratique, tout le monde continue d'utiliser Excel. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas utiliser Excel, puisque tout le monde l'utilise. Mais par contre, il y a des dangers à utiliser Excel. Donc, Excel, vous savez que c'est un tableur qui est souvent utilisé comme un gestionnaire de base de données. Et on met les champs en colonne. Donc, on met ici, par exemple, date de début de la nuit, l'heure, la zone, et chaque ligne correspond à une information qu'on a prise sur une fiche. Déjà, première chose, regardez ce tableau. Ce tableau n'est pas du tout organisé comme il le faut, pour 2 raisons. D'abord, il y a des lignes au début qui servent à rien, si elles servent à faire joli, mais ce n'est pas une base de données. Si on utilise Excel pour faire une base de données, ce n'est pas pour faire joli. Vous pouvez utiliser Excel pour faire des jolis tableaux, pour faire des copier-coller dans votre rapport. Aucun problème. Vous pouvez mettre des couleurs, aucun problème. Mais quand vous utilisez Excel pour faire une base de données, il faut que la structure du fichier Excel soit extrêmement simple. Là,
vous avez des lignes sautées qui ne servent à rien. Ici, vous avez dans la colonne d'en-tête, plutôt dans la ligne d'en-tête, en réalité, vous avez deux lignes d'en-tête différentes. Ok, c'est joli, mais non, une base de données ne doit pas être jolie, elle doit être fonctionnelle. Donc, dans une base de données, vous avez la première ligne qui correspond aux lignes d'en-tête, vous avez une seule ligne d'en-tête par colonne. Donc ici, si vous voulez mettre, vous mettez bague gauche, bague droite, et vous ne créez pas deux lignes pour la ligne d'en-tête. Après, ça ne fait pas une base de données. Donc là, on a un mélange entre base de données et joli tableau pour faire des rapports. Maintenant, soit vous faites un joli rapport, un joli tableau pour des rapports, soit vous faites une base de données, mais vous n'essayez pas de mélanger les deux, ce n'est pas la même chose. Alors, il y a plusieurs différences fondamentales entre un tableur et une base de données. Dans un tableur, le contenu des cellules dans une même colonne peut être de n'importe quel type. Ici, dans cette colonne, vous pouvez raconter votre vie et puis après mettre un chiffre et puis ici mettre un code. Donc, dans un tableur, le contenu de chacune des cellules est indépendant. Alors que dans une base de données, le contenu de chacune des cellules correspond à ce qu'il y a ici comme en-tête, comme nom de colonne. Donc, si ici c'est pit droit, vous mettez des numéros de pit, comme c'est ici, mais vous ne mettez pas un numéro et puis mais j'ai un doute sur le troisième chiffre. Non. Si vous utilisez Excel comme une base de données, ça doit être que des numéros de pit. Si vous avez une information à mettre associée à un numéro de pit, vous créez une autre colonne à côté et c'est information sur le pit droit, par exemple. Mais donc, le contenu d'une colonne doit vraiment être toujours la même chose. Ça, c'est très, très souvent, c'est le grand problème quand on récupère des données sur Excel. Alors, il y a de grandes chances que les données stockées dans Excel ne soient pas homogènes, à moins d'utiliser un masque de saisie sur un formulaire, ce qui est très rarement fait. Et donc, très souvent, on se retrouve avec des données où on est obligé de faire un nettoyage monstrueux parce qu'il y a des gens qui racontent leur vie dans les cellules, alors que la cellule, c'était un numéro de pitch, par exemple. Donc, je dirais que si vous voulez avoir une base de données, il faut utiliser une base de données, sauf que en pratique, je sais que ça ne sert à rien que je le dise parce que tout le monde utilise Excel. Donc, Excel, ce n'est pas un gestionnaire de base de données, mais tout le monde l'utilise, donc on va faire avec. Dans Excel, on mélange dans la même feuille des résultats et des données. Ça ne facilite pas la compréhension de ce que l'on fait et c'est même un risque. Donc, si vous voulez utiliser Excel comme un gestionnaire de base de données, créez une feuille où vous avez les données, mais ne faites aucun calcul dedans. C'est vraiment la feuille des données que vous verrouillez. Vous allez chercher sur Internet, vous pouvez verrouiller cette feuille. Celle-là, on n'y touche plus. Et la feuille d'à côté, vous créez une nouvelle feuille. Et sur cette feuille d'à côté, vous faites tous les calculs que vous voulez. Vous faites tous les copier-coller n'importe comment que vous voulez. Vous ne détruirez pas vos données. Si vous faites vos calculs sur la fiche où vous avez les données, je peux vous assurer que vous aurez des problèmes. Alors, base de données en libre accès, la référence, c'est MySQL. Et donc, MySQL avec différents outils autour, c'est vraiment la référence des bases de données. Mais pour être honnête, c'est compliqué par rapport à ce qu'on fait. Donc, à la fois, si vous avez du temps à investir, investissez dans MySQL. Si vous n'avez pas de temps à investir, utilisez Excel, mais verrouillez bien la fiche où vous avez la feuille, où vous avez les données pour ne pas les écraser. Donc, il faut distinguer les feuilles d'entrée des données et les feuilles de calcul, ce n'est pas les mêmes. Les données ne sont pas protégées par défaut, donc
vous devez systématiquement verrouiller les données. Une fois que vous les avez rentrées, vous les verrouillez. Si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, vous déverrouillez temporairement la feuille, vous corrigez l'erreur et vous la reverrouillez derrière. C'est la bonne façon de travailler sur Excel. Sauvegarder vos fichiers, c'est quand même idiot de passer des heures la nuit sur les plages et puis qu'à la fin, on perde des données. Pensez à faire au moins une sauvegarde par jour, par jour où vous travaillez sur les données, bien sûr. Si vous ne travaillez pas sur les données, gardez la sauvegarde précédente. Dans un endroit différent de celui où vous avez l'ordinateur. Et pour ça, on a tous les systèmes, OneDrive, Google Drive, tous les drives qui permettent de stocker des données à distance. Tant que vous n'avez pas des gigas et des gigas de données, c'est gratuit. Donc, utilisez ça. En Guyane, on a perdu toutes les données de 1989. On a travaillé comme des fous et on a perdu les données. Donc, ne faites pas la même bêtise. Les données papier doivent aussi être conservées. Au moins 10 ans. 10 ans, si après 10 ans, vous n'avez pas utilisé vos données, c'est que vos données ne servent pas à grand-chose. Mais gardez vos données papier au moins 10 ans. Si 10 ans, si 5 ans après, vous utilisez des données et puis qu'il y a un truc qui ne va pas, vous pouvez retourner aux versions papier. Bon, bien sûr, s'il y a des rats et des souris, elles vont faire des trous dans les feuilles, dans les fiches, mais c'est quand même plus prudent. Alors, les analyses elles-mêmes. Donc, vous avez été sur la plage, vous avez des belles fiches, vous les avez rentrées dans l'ordinateur, dans Excel, que vous avez bien sauvegardé, tout va très bien. Les analyses. Alors, les analyses et donc le rapport. Il y a 2 façons de faire des statistiques. Les statistiques descriptives ou les statistiques inférentielles. Alors, les statistiques descriptives, c'est comme ça qu'ont été faites les statistiques à l'origine. Le mot statistique vient de l'allemand Staatskunde, qui désigne l'état des finances de l'État. C'est ce qu'on appelle les statistiques descriptives. Ensuite, maintenant, ce qu'on appelle statistique, quand on fait des tests, quand on fait ce genre de choses, ça a été développé après, ça a été développé au XVIIe et XIXe siècle. Je pense que dans les rapports, le niveau statistique descriptif, c'est le bon niveau. Vous avez des données, vous devez les décrire en utilisant des statistiques descriptives. Qu'est-ce que c'est comme statistique descriptive? Tout simplement, faites des moyennes, calculez des médianes, calculez des modes pour des statistiques qui décrivent la position de, par exemple, la réussite d'incubation moyenne. Voilà, une médiane, très très bien. Ensuite, c'est toujours très important de décrire la dispersion qu'on a. Par exemple, réussite d'incubation. Vous faites 20 nids. Vous avez une réussite d'incubation en moyenne de 50%, par exemple. Mais est-ce que tous les nids sont à 50% ou est-ce qu'il y en a qui sont à 0 et d'autres à 100? Eh bien, ça se mesure avec des statistiques de dispersion des observations. L'écart type, les quantiles sont des statistiques de dispersion. Donc, ça, dans le rapport, c'est le niveau auquel on attend que vous répondiez aux questions. Par rapport aux tests, par exemple, la plupart du temps, dans les rapports de fin de saison, on ne va pas vous demander des tests statistiques. On va vous demander de décrire ce que vous avez fait et de décrire ce que vous avez comme résultat grâce à ces statistiques descriptives. Très important de toujours conserver une version des données originales. La moyenne est intéressante, mais elle fait perdre beaucoup d'informations. Par exemple, si vous avez des tailles, par exemple, 120 cm, 125 cm, 130 cm, ce seraient des tailles de tortue-lutte. Ça vous donne une moyenne de 125. Mais si vous avez 100, 125 et 150, ça vous donne aussi une moyenne de 125.
Donc, vous voyez que ici, les données de base sont vraiment intéressantes et il faut toujours les garder. Alors, je dis ça parce que j'ai connu quelqu'un qui, pour bien faire, calculait plein de moyennes dans tous les sens et finalement jetait toutes les données de base. Ben non, on perd beaucoup d'informations. Que vous donniez une statistique de type moyenne, c'est très bien, mais gardez quand même dans un coin toutes les données non moyennées. C'est ces données qui peuvent être utilisées ensuite pour faire d'autres choses. Alors, l'adage, un dessin vaut mieux qu'un long discours, s'applique très bien aux données issues de terrain. N'hésitez pas à faire des graphiques, mais par contre, il est très important de bien choisir la représentation graphique qui ne doit pas seulement être choisie parce que c'est beau. Alors, ici, par exemple, 3 représentations graphiques avec les mêmes données. C'est des données que j'ai générées au hasard sur l'ordinateur. Température moyenne en degrés Celsius. Donc, bien sûr, quand vous faites des graphiques, pensez toujours à légender les axes et à mettre les unités correctes. Ici, c'est des degrés Celsius. Si vous utilisez des degrés, les degrés sont des mesures des angles. Les degrés Celsius mesurent des températures. Alors, vous avez ici des mois, et puis vous avez des valeurs. Ce sont les mêmes valeurs à chaque fois. Mais quand on choisit un graphique plutôt qu'un autre, ce n'est pas parce qu'il est joli, c'est parce que ce graphique veut dire quelque chose. Ici, quand on utilise un diagramme, on utilise des points, ça veut dire que c'est des mesures ponctuelles et on ne fait pas d'hypothèse sur la relation qu'il y a entre une valeur et la valeur du jour d'après. C'est juste des points qu'on a mesurés, mais on ne fait aucune hypothèse sur comment un point, comme là je te réponds après, on ne fait aucune hypothèse sur comment un point est relié au point d'avant ou d'après. Quand on fait un graphique comme ça, c'est les mêmes données, mais on relie par des traits les points. Ben, le trait, ce n'est pas pour faire joli. Le trait, c'est parce que ça signifie quelque chose. Le trait, c'est parce que quand on trace un trait comme ça, on est en train de dire que la relation de la température d'un mois est liée à la température d'un mois avant et après. La donnée elle-même du mois ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que ce soit relié les uns aux autres. Vous voyez, ici, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'on a des mesures ponctuelles. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le fait que ce soit en liaison les uns avec les autres. Et là, c'est un mélange des deux. On a des mesures ponctuelles, mais qu'on met en relation les uns avec les autres. Quand on utilise un diagramme, ici, en bâton, alors ça, ce n'est pas un histogramme. L'histogramme, c'est quand ici, on compte combien on a de température comprise entre telle valeur et telle valeur. Là, c'est un diagramme en bâton. Quand on fait un diagramme en bâton comme ça veut dire qu'on a une notion de cumul. C'est-à-dire qu'en fait, le bâton représente quelque chose qui s'est accumulé. Est-ce que la température moyenne en degrés Celsius, c'est bien quelque chose qui s'est cumulé? Ben non. Dans ce cas-là, ça, c'est un graphique faux. Il est peut-être beau, mais il est faux. Par contre, si on a ici nombre de pontes, au lieu d'avoir la température moyenne, on a le nombre de pontes. Effectivement, avant d'avoir 35 pontes, on en a eu 34. Avant d'avoir eu 34, on en a eu 33. Avant 33, on en a eu 32. Donc là, on a bien une notion d'accumulation. Et si vous avez cette notion d'accumulation, effectivement, vous pouvez faire un diagramme en bâton. Donc là, parmi tous ces 4 graphiques, si c'est une température, celui-là est faux. C'est pas que c'est pas joli, c'est que c'est faux. Ces 3-là peuvent être utilisés, mais représentent à chaque fois des hypothèses différentes. Alors, peut-on avoir un modèle de rapport Canva utilisé ensemble pour enseigner les bases de données sur des tortues marines? Ça, c'est compliqué parce qu'en fait, chacun
chacun fait un travail un peu différemment des autres. Donc, non, faire un modèle général, malheureusement, je ne crois pas que ce soit possible, parce que selon ce que vous faites, ce sera différent. Alors, quid des statistiques inférentielles, les tests qui-2, etc., etc. Mais en fait, je pense que pour la plupart des rapports, des statistiques descriptives bien faites avec des graphiques logiques sont largement suffisants. Si vous voulez faire, alors je vous ai mis un truc qui existe réellement, des modèles linéaires, dynamiques, mixtes, généralisés avec des chaînes de Markov et un tirage de Monte Carlo avec inférence bayésienne dans un modèle de Metropolis Hastings, ça existe réellement. Eh bien, contactez un chercheur qui le fera pour vous. Honnêtement, le rapport que vous faites, c'est un rapport qui est lié au travail que vous avez fait sur le terrain. C'est à ce niveau-là que vous devez faire le rapport. Cherchez pas à faire des trucs compliqués qui de toute façon seront faux. Donc, vous en faites pas pour les jolies statistiques. C'est le boulot des chercheurs. Alors, si vous êtes vous-même chercheur, parce qu'il y a des chercheurs parmi les gens qui sont là, bah oui, bah vous, c'est votre boulot. Mais pour les gens qui sont sur le terrain, c'est pas votre boulot. Votre boulot, c'est de produire des données de qualité dont on peut dire quelque chose. Donc, ne vous en faites pas pour les statistiques. Il ne faut pas être frustré de ne pas faire de statistiques. Les statistiques descriptives, c'est déjà très bien quand c'est bien fait. Et j'ai terminé. Et donc, on peut discuter maintenant. Est-ce que par rapport à votre vécu sur le terrain, est-ce que ce que j'ai dit, ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Marc, il y a une question que j'ai laissée sur le chat. Peut-être vous pourrez nous dire quelles sont les informations clés qu'on peut retrouver dans un rapport lorsqu'on fait un suivi de plage. Alors, les informations clés, je pense que c'est vraiment la notion d'échantillonnage, puisque quand vous faites n'importe quel travail, vous faites un échantillonnage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas présent partout tout le temps. Et donc, de bien décrire, je vais retirer ça, parce que, voilà, ça c'est plus joli, de bien décrire à quel endroit, à quel moment vous avez travaillé, ça c'est vraiment une information extrêmement importante. Donc, faire un tableau avec les jours où vous avez été sur le terrain, faire un tableau par site, par exemple, avec les jours où vous avez été sur le terrain, ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, la description du protocole lui-même. Quand vous étiez sur le terrain, qu'est-ce que vous avez fait? Quelles données ont été récoltées? Donc, un tableau avec toutes les données qui ont été récoltées. Et pour chacune de ces données, finalement, combien sont disponibles? Parce que, par exemple, il y a des fois où on ne peut pas prendre toutes les informations. Donc, finalement, combien vous avez pu prendre de telle donnée, telle autre donnée? Ça rejoint la question précédente de l'échantillonnage. Et ensuite, en fonction de ce que vous avez obtenu, donner des moyennes, nombre moyen de pontes par semaine, nombre moyen de pontes par mois, nombre d'œufs prédatés par semaine, des choses comme ça. Dans le rapport, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut s'arrêter, faire des graphiques aussi avec nombre de pontes par semaine, nombre de pontes par mois, et que les données elles-mêmes soient accessibles, soit vous mettez un lien pour que les données elles-mêmes soient accessibles, mais donc il faut vraiment que les données brutes soient accessibles, et dans le rapport, on a une synthèse de ce qui est disponible. Ça me semble plus important de faire une synthèse de ce qui est disponible
plutôt que de faire une synthèse des résultats qu'on sait être biaisés parce que vous n'avez pas été tous les jours sur la plage, vous n'avez pas été toutes les nuits sur la plage. Alors, Damien, alors oui, alors ça, c'est un domaine qui est en pleine explosion. Là, je dois dire que je n'ai pas suivi. Je sais qu'il y a un moment, il y avait les applications pour suivre la faune sur la plage. Maintenant, il y en a une quantité énorme. Et donc, c'est clair que ces fiches de terrain peuvent être converties en applications. Mais en fait, là, il y a un petit risque, c'est que ce qu'il faut, c'est que la fiche terrain, elle soit vraiment très bien faite. Et à ce moment-là, on la met dans l'application. Il ne faut pas se dire que l'application, elle va faire la fiche de terrain pour nous. Il y a vraiment une réflexion à avoir sur la fiche de terrain elle-même. Et après, on la transpose dans l'application. Et l'application ne fera pas le boulot pour nous. Et je n'ai pas suivi. Je sais qu'il y en a plein, mais je ne sais pas si quelqu'un a suivi ça. Oui, Ahmed, tu as la parole. Oui, merci Ursula, merci Marc. Ce que je veux dire tout d'abord, c'est très important ce que vous venez de dire, en voyant les choses de loin, si je peux dire. Pas de loin d'un expert, mais qui n'est pas sur terrain avec les gens qui travaillent. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses que moi, par exemple, je considère que j'ai préparé une belle fiche, et une fiche là où il y a des renseignements, et je ne vais pas m'en apercevoir des défauts qui existent au niveau de cette fiche. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, soit connaissant le milieu ou bien ne pas le connaître, il va détecter pas mal de choses qui ne sont pas claires, qui, à mon sens, c'était très clair pour moi, mais pour un autre qui vient de l'extérieur de cette zone, va trouver beaucoup de défauts. Et c'est ce que je vois lorsque tu as analysé les fiches qui viennent de l'ARA. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça nous donne une idée sur des choses qui nous paraissent banales, mais qui ne sont pas vraiment banales. Ça va. Si tu le prends bien, ça va. Il y avait un risque, critique. Non, pas du tout, pas du tout. Et je sais ça parce que je sais par exemple que la fiche que j'utilise pour Curiat n'est pas adaptée aux plages du Cameroun, par exemple, ou bien n'est pas adaptée à des plages qu'on ne visite pas régulièrement, où il n'y a pas de monitoring et de séjour sur place. Et ça, il faut en tenir compte. Je te remercie pour ça. J'aimerais bien vous dire aussi qu'au niveau de NASNet, on a préparé pas mal de protocoles et sur la nidification et sur pas mal de choses autres, comme les échouages, comme les interactions avec la pêche, comme aussi les mesures à prendre, ou bien les secours à prendre, ou bien les bonnes pratiques pour les tortues. Donc, qui sont disponibles sur le site de NASNet que vous trouvez donc là sur notre discussion. Voici, donc j'ai mis le lien pour ces protocoles que vous pouvez consulter, tout le monde qui sont à la disposition. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire et je te remercie encore une autre fois, Marc, pour toutes ces analyses. Ta présentation. Merci, Ahmed. Marc, je ne sais pas, j'avais la connexion. Si je reviens, il y a Damien qui a parlé de l'application Sirène.
Voici Alexandre qui nous rejoint. Bonjour Alexandre. Parfois, il y a des applications qui sont extraordinaires, qui sont très bien faites. Je crois que Sirène est une bonne application. Je ne l'ai pas utilisée, mais j'ai vu que c'est une application à la fois, elle renseigne sur, elle donne des résultats scientifiques, où on peut mettre des résultats de prospection, etc. Mais aussi, elle ne permet pas aux gens de ne pas dire la vérité. Parce que avec l'application Sirène, si on travaille sur papier, par exemple, je peux donc ramener des papiers où je mets n'importe quoi pour dire, voilà, j'ai fait des prospections et voilà ce que j'ai trouvé. Or, c'est pas, ça pourrait être pas la réalité. Par contre, avec Sirène, ça ne fonctionne que lorsque vraiment le patrouilleur, par exemple, a fait réellement les patrouilles. Et il ne peut pas mentir, ne pas dire la vérité. Et ça, je l'ai trouvé assez bien. Oui, j'ai eu le cas, par exemple, en Guyane, où j'avais des patrouilleurs qui voyaient une tortue par minute exactement. Là, ça se voyait qu'il y avait un problème. Ouais. J'avais même... Marc, je suis désolé, j'ai pas... Oui, pardon. Non, je disais, j'avais même fait des scripts pour détecter les anomalies. Vous parlez au même moment. Oui, oui. Bonjour à tous, désolé, je n'ai pas réussi à arriver à l'heure. Eh ben, c'est enregistré, donc tu pourras réécouter. Ouais. Ok, Marc, tu parlais. Allô, la connexion est correcte. Bon, bah, écoutez, je crois que s'il n'y a pas d'autres remarques, je pense que c'est bon. Ah, pardon, il y a Damien encore. Il me semble qu'on n'a pas vraiment parlé de la valorisation des données agrégées, rapport commun interréseau, SWOT. Alors, effectivement, là, je me suis vraiment intéressé à ce qui tournait autour des projets de terrain et comment les projets de terrain décrivent leurs données, valorisent leurs données. Ensuite, les rapports communs, interréseau, le SWOT, tout ça, c'est un autre niveau d'agrégation. Et là, je pense que faut faire appel à des chercheurs qui peuvent, en utilisant les compétences des gens de terrain et en travaillant ensemble, faire des rapports agrégés interréseau, mais c'est un autre niveau. Ce n'est pas celui auquel, effectivement, je me suis intéressé ici. À ce propos, on a un projet de reporting global entre Watscon et Rastoma sur les tortues olivâtres. Donc, en fait, on va faire l'exercice pratique très prochainement. Il y a un mail qui est prêt avec un format qui est prêt. Et donc, vous allez recevoir un mail et qui va nous permettre d'expérimenter le reporting interréseau. Et derrière, Marc sera impliqué dans la mise en valeur des données partagées. Eh bien, merci. Parfait. Juste ajouter, alors je n'ai pas pu suivre, donc ce que je vais dire a certainement été déjà dit, mais ce qui est vraiment important pour les acteurs d'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'est de produire des premières tendances d'activité de compte sur des séries temporelles assez longues. Donc vraiment, ce qui est important, c'est d'appliquer des minimaux standards sur la collecte des données d'activité de compte. Et ça, il y a des formats qui existent. Et ce qui est important là-dedans, c'est de pouvoir relier le nombre d'activités de ponte. Une activité de ponte, c'est une trace ou une ponte ou les deux. Mais cette donnée d'activité de ponte, elle n'a de sens que si elle est reliée à un effort d'observation
pour collecter la donnée. C'est-à-dire que si il faut toujours avoir les patrouilles, les dates des patrouilles, l'étendue des patrouilles, le point de départ et le point d'arrivée des patrouilles associés au comptage de ces activités de ponte. Et sans l'association de ces deux informations, on ne peut rien faire de bon. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille dans les différents projets. Et on va voir déjà avec les données partagées dans le cadre de ce reporting régional Ouatsko-Rastoma, les données qui sont remontées. Ça nous donnera l'occasion de proposer des pistes d'amélioration pour les données qui ne sont pas exploitables dans le cadre de ce reporting. Alors, effectivement, je n'avais pas été jusque-là. Moi, je m'étais arrêté vraiment à la partie le travail de terrain et comment on fait un reporting du travail de terrain. J'avais bien effectivement décrit qu'une partie pratiquement la plus importante, c'est de décrire l'effort d'observation, mais je n'avais pas été jusqu'à expliquer après ce qu'on allait faire, ce qui rejoint un peu ce qu'a demandé aussi Damien. Donc, bon, à la limite, ce sera l'objet d'un autre webinaire une fois que l'exercice aura été fait sur l'olivâtre pour finalement faire un retour, ça pourrait être pas mal. Oui, on peut aussi faire des ateliers pratiques à un moment en fin de saison quand vous avez vos données de la saison ou en début de saison quand vous allez mettre en place votre protocole de suivi et de collecte. On peut prévoir des petites séances de travail pour regarder ce que vous proposez et commenter ce que chaque projet propose pour, dans une perspective d'amélioration progressive et voilà, dans la pratique avant ou après saison. Okay. OK, est-ce qu'il y a encore des questions? Marc, j'ai manqué une grande partie du webinaire. Est-ce que tu as les fiches de collecte de données individuellement? Oui. Est-ce qu'il y a Oui, certains qui n'ont pas vu leurs fiches de données et parce qu'il y a le webinaire avait déjà commencé et qui souhaiteraient qu'on les commente maintenant? Ben, ça a été enregistré. Je ne vais peut-être pas recommencer maintenant tout ce qui a été fait. Si c'est enregistré, ben, tu passes le lien avec l'enregistrement. D'accord. Oui, il faut réécouter l'enregistrement et on va pas, Marc, tu ne vas pas répéter. Oui, c'est bon, merci. D'accord. Si vous permettez, avant de terminer, une question à Marc. Je reviens vers le suivi des pontes. Si on fait les patrouilles pendant la nuit, finalement, qu'est-ce qu'on considère? Parce qu'une nuit, elle est partagée entre deux dates. Et donc, à mon avis, c'est une nuit. Et ne pas la partager entre les deux dates, je dirais que c'est la nuit entre la date telle et telle qui suivent, ou bien on met la date du début de la nuit, et sachant que cette nuit s'étale jusqu'au début de la date d'après, pour ne pas compliquer la vie. Et donc, si je mets la date d'aujourd'hui, la nuit du 26, c'est celle qui va s'étaler jusqu'à 27 octobre de demain. Alors, c'est effectivement ce que je fais en général, mais je me suis rendu compte que certaines personnes, comme ils font les patrouilles le matin, ils notent la date où ils ont fait la patrouille. D'accord. Et donc, ça décale d'une journée. Donc, et ça, je m'en suis rendu compte parce que justement, j'ai forcé à ce qu'ils écrivent de tel jour à tel jour. Donc, c'est un peu ce que, si tu as des équipes qui sont bien entraînées, bien formées, etc., ça marche. Mais le jour où il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, si on oublie de lui donner cette précision, on a des erreurs.
D'où l'intérêt sur la fiche de limiter au maximum les possibilités d'erreur. D'accord. Dans le cadre d'un suivi d'activité de ponte, la patrouille du matin de comptage de traces, c'est bien qu'elle soit identifiée comme telle, c'est-à-dire que les patrouilles nocturnes sont souvent là pour rencontrer des tortues en ponte et la bonne patrouille pour faire un comptage de traces exhaustif de ce qui a été déposé pendant la nuit, c'est la patrouille matinale. Et donc, je vous invite à donner des noms à l'objectif de vos patrouilles quand c'est une patrouille de comptage de traces ou une patrouille nocturne à la rencontre des tortues en ponte. C'est important de distinguer les deux approches. Oui, effectivement. Là, c'est bon. Est-ce qu'il y a encore des questions ou bien c'est OK pour tout le monde? Bon, ben, je crois que c'est OK. Ben, écoutez, Donc, je si vais vous on remercier. termine aujourd'hui, c'est le dernier webinaire sur les tortues. Ouais, voilà, et on passe au requin la prochaine fois. Oui, Enfin, justement, les ça, raies, je crois. Ouais. oui, ça, c'est la dernière session des webinaires Tortue Marée. Le webinaire sur les requins recommence mercredi prochain, le 2 novembre, à la même heure.